Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé par le concours des cabinets d'audit et de conseil Mazars et Bearing Point, ainsi que le groupe financier Odo BHF. Listen anywhere. Sur France 1. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Au programme aujourd'hui, un voyage, votre voyage. À dos de dromadaire, dirigeons-nous vers le Tunis de 1953, capitale d'un pays à l'époque sous protectorat français, où se rencontrent Orient et Occident, Méditerranée et Afrique, passé et futur. et qui a déjà la saveur de votre avenir. Tunis est donc le point de départ de votre grand voyage dans le monde. Âgé d'à peine 12 ans, vous êtes déjà convaincu que les frontières sont faites pour être franchies. Avec votre famille, une fois ne sera pas coutume, vous faites vos valises et quittez votre terre natale pour vous installer à Paris. C'est durant vos années au lycée Buffon que germe en vous la graine du militantisme et du journalisme. Tout jeune lycéen, votre destinée semble déjà toute tracée. L'hebdomadaire. Non, ce n'est pas le nom de la peluche que vous avez ramenée de Tunis, mais bel et bien le titre du journal que vous créez avec des camarades de lycée. À peine 15 ans, et vous faites déjà partie du paysage médiatique français avec vos gros titres et vos breaking news. Votre article qui annonce que la vente de porte-clés a franchi le seuil fatidique des 75 000 ventes en France fut assurément un accélérateur de carrière. Au même moment, une nouvelle épopée commence, celle de votre engagement politique qui débute par un joli mois de mai. Encore lycéen, vous voilà déjà leader des luttes étudiantes de mai 68. Mais cet épisode d'activisme ne reste qu'une escale dans votre odyssée. Car vous pensez que militantisme et journalisme ne sont pas compatibles. Le premier menaçant l'objectivité du second, au risque d'être aveuglé par ses idées, mieux vaut donc ne pas en avoir. Il est désormais temps pour vous de franchir une nouvelle étape de votre périple. Garnir les rangs du centre de formation des journalistes. Dès l'obtention de votre diplôme, votre goût pour l'exploration vous pousse à rejoindre en 1974 l'agence France Presse, afin de pouvoir couvrir les pays du tiers-monde et les luttes de libération nationale. Votre désir de terrain et d'action est rapidement comblé. Puisque seulement 15 jours après avoir été nommé directeur adjoint du bureau de Johannesburg, vous couvrez le soulèvement du Soweto, considéré aujourd'hui comme un événement majeur de la lutte anti-apartheid. C'est finalement à cette période que vous tombez amoureux de votre métier. Retranscrire au lecteur français la beauté et la richesse, mais aussi la complexité et les contradictions qui traversent les pays du tiers-monde. Après 7 années à l'AFP, vous pliez bagage en 1981 et rejoignez à 28 ans Libération en tant que responsable de l'Afrique. Vous sillonnez donc le continent africain en long et en large pour y couvrir l'actualité brûlante. Néanmoins, un pays échappe à votre plume. Bien que Reporters sans frontières, l'Afrique du Sud vous les ferme, puisque vous y êtes depuis peu interdit de séjour. Alors au revoir l'Afrique, continent qui vous plaît tant, et bienvenue à Jérusalem en 1993. Les accords de paix d'Oslo, La mise en place de l'autonomie palestinienne. l'enrayement du processus de paix. Vous couvrez tout. Vous êtes en première ligne. En bref, vous vivez la grande vie d'un reporter international. Mais il faut déjà reprendre le large. Vous rentrez à Paris, mais enfermé entre 4 murs, vous ruminez. Vous, ce qui vous plaît, c'est le terrain. Ainsi, en l'an 2000, vous vous envolez pour la Chine. Là-bas, vous commencez à tenir un blog sur Internet, une innovation pour la presse de l'époque. Ce blog plus informel permet aux lecteurs de découvrir les coulisses d'un correspondant et cette proximité avec eux vous plaît. Un vrai Nicolas Bouvier du XXIe siècle. Malheureusement, votre plume ne plaît pas à tout le monde et surtout pas au Parti communiste, qui va faire ce qu'il sait faire de mieux, censurer. Malgré tout, vous tombez sous le charme de ce pays millénaire, tiraillé entre ouverture au monde et contrôle de ses frontières. Durant votre exode chinois, vous couvrez le scandale du sang contaminé. Vous révélez ainsi dans votre livre « Le sang de la Chine » l'épidémie de sida qui a lieu dans l'est du pays, à la suite du commerce illégal de sang
encouragés par les pouvoirs publics. Des milliers de concitoyens seront ainsi contaminés à l'hôpital et laissés pour compte. Malgré votre attachement pour l'Empire du Milieu, vous choisissez un nouveau combat. Vous rentrez donc à Paris en 2006 pour tenter de sauver le soldat Libé. Ironie du sort, des deux, Vous serez le premier à tomber. Nommé à un poste de direction, vous ne vous y sentez pas à votre place et quittez Libération. Comme quoi, le management, ça s'apprend. et dire que vous auriez pu couvrir les JO de Pékin. Toujours amoureux du journalisme et convaincu du potentiel d'Internet, vous choisissez de créer la presse 2.0. Avec Rue 89, un site d'information français indépendant qui arrive temporairement à se faire sa place malgré l'hyperconcentration des médias. La boucle est bouclée en 2017 lorsque vous êtes élu président de Reporters sans frontières. Finalement, s'il y a un enseignement à retenir du grand voyage que nous venons de faire ensemble, c'est encore le titre de votre livre qui l'explique le mieux. Je bouge donc je suis. L'on vous souhaite alors, cher monsieur Aski, de continuer à bouger et à nous faire voyager. Cher monsieur Aski, cher public, nous vous souhaitons un excellent débat. Bonsoir Monsieur Aski et bienvenue au Mardi de l'ESSEC. Nous tenons d'abord bonsoir à toutes et à tous. Nous tenons à vous remercier pour votre venue. Et avant de vous détailler le déroulé de la soirée, vous disposez, comme le veut la tradition mardisienne, d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite. Alors, la présentation était parfaite, mais j'ai tiqué sur une phrase qui est celle de ne pas avoir d'idées. Parce que ce n'est pas parce qu'on abandonne des engagements militants qu'on renonce à avoir des idées. Donc, on renonce à l'aveuglement ou aux œillères qu'exige le militantisme, qui est incompatible de ce point de vue avec le journalisme, mais ça ne veut pas dire renoncer à des idées. Donc, c'est ma seule objection de fond à ce que vous avez dit. Au contraire, j'étais même surpris, je ne sais pas où vous avez tout trouvé, mais c'est très bien. Merci Monsieur Aski pour cette réponse. Donc nous allons vous présenter le plan de ce débat. Dans un premier temps, nous allons évoquer, à l'aune de votre expérience de journaliste, la difficulté d'obtenir une information fiable et indépendante. Nous reviendrons ensuite sur les enjeux que suscite une défiance qui paraît croissante des populations occidentales vis-à-vis des médias traditionnels, donc presse écrite, radio, télé, avant d'étudier plus en profondeur votre engagement au sein de Reporters sans frontières, que vous présidez donc depuis 7 ans maintenant. Très bien. Vous avez une longue carrière de journaliste et de reporter international derrière vous. De 2000 à 2006, vous êtes correspondant pour Libération à Pékin. Vous y créez un blog, Mon Journal de Chine, qui va être censuré par le régime chinois. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur les difficultés rencontrées pendant votre expérience de reporter en Chine, qui est un pays, on le sait, relativement fermé quand il s'agit des regards extérieurs? C'est une expérience absolument incroyable quand on est dans un pays comme la Chine, parce que rien ne vous est octroyé. Chaque mot, chaque information que vous publiez dans votre journal, c'est vous qui êtes allé la chercher. Parce que vous ne pouvez faire confiance à personne. La presse officielle, elle est censurée et elle est aux ordres. Il n'y a pas de société civile indépendante à laquelle vous pouvez demander conseil ou information. Donc vous êtes obligé de ramener toute l'information que vous publiez vous-même. C'est un peu l'antithèse de correspondants aux États-Unis, où vous avez une surabondance d'informations et vous n'avez qu'à faire votre choix et peut-être d'aller un peu plus loin sur certains sujets. Mais là, en Chine, je me suis retrouvé, moi, dans la situation où, effectivement, rien n'était... vous pouvez appeler un ministère pendant des jours et des jours pour avoir une statistique, un commentaire, etc. Vous n'aurez jamais de réponse en Chine. Jamais. Et donc, il a été fait allusion tout à l'heure dans mon parcours à cette histoire du sang contaminé en Chine. Et je peux vous raconter un petit peu comment ça s'est passé.
parce que c'est très révélateur de la manière dont on est obligé de travailler en Chine. Je suis donc arrivé l'été 2000. Le 1er décembre 2000, c'est la journée mondiale du sida, et je reçois par fax, ça existait à l'époque, un texte anonyme qui me parle d'un scandale dans lequel on parle dans ce texte d'1 million de personnes qui sont contaminées dans le centre de la Chine. Donc on parle de la province du Henan, qui est une province qui compte 100 millions d'habitants, qui est une province rurale très pauvre. Et le texte m'explique que le gouvernement a lancé le commerce du sang, c'est-à-dire qu'on a poussé les paysans à vendre leur sang pour faire des produits fortifiants. Et les Chinois sont très friands de produits fortifiants. Et donc, ça a été fait dans des conditions d'hygiène telles que les gens ont été contaminés, l'hépatite B et le VIH. Et le texte, visiblement, vient de l'intérieur, c'est-à-dire c'est un lanceur d'alerte à l'intérieur du système, puisqu'il y a des détails très précis sur la réunion où ce commerce du sang a été décidé, qui était là, etc. Enfin, c'est d'une précision incroyable, mais je n'ai aucun moyen de vérifier. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de sortir de Pékin sans l'autorisation des autorités de l'endroit où on voulait aller. Donc moi, je venais d'arriver en Chine, j'étais un peu prudent, et je réalise que d'autres journalistes ont eu ce communiqué, enfin ce texte, mais que personne ne bouge, parce que tout le monde a un peu peur de transgresser les règles du pays. C'est quand même un pays autoritaire. Donc je laisse passer un peu de temps, et puis des rumeurs commencent à arriver sur le fait qu'effectivement il y a une épidémie dans le centre de la Chine, sur laquelle on a des informations très peu précises. Et au bout de quelques mois, je me dis, mais c'est pas possible qu'il y a peut-être 1 million de personnes qui sont en train de mourir à 1000 km d'ici, et on peut pas y aller, et on peut pas vérifier. Donc je décide d'y aller et de violer les règles. Donc je pars avec mon assistante, traductrice chinoise. On prend l'avion, on va dans la capitale de la province. Je sors de l'aéroport, je vais voir un chauffeur de taxi, je lui demande combien il prend par jour. Je double son salaire pour être sûr qu'il sera loyal. Et je lui donne ce que j'avais sur le texte, c'est-à-dire le nom des districts. Je n'avais pas plus d'informations. Et donc on arrive dans ce district, je lui dis allez dans le premier village. Et à l'entrée du village, il y avait une femme qui était au bord d'un champ avec son bébé. Et son mari travaillait dans le champ. Donc je vais la voir, j'essaye d'aller le plus doucement possible. Et je lui dis, est-ce que vous connaissez des gens qui auraient vendu leur sang dans les années 90 ? Elle me dit, oui, moi. Je lui dis, est-ce que vous connaissez des gens qui seraient malades à cause de ça ? Et elle me dit, oui, je reviens de l'hôpital, on m'a dit que j'avais la fièvre. Il n'y avait pas de nom, cette maladie n'avait pas de nom pour ces gens. Et son mari arrive et il me demande, vous pensez que c'est contagieux ? On en était là. Donc on m'emmène dans le village, je rencontre les premiers orphelins du sida, je vois des gens qui sont en train de mourir, je vois des gens qui ont des plaques de cicatrices sur les avant-bras tellement ils ont vendu leur sang. Enfin bref, tout était vrai. Et je vais comme ça de village en village dans ce district pour vérifier que c'est vrai. Et je fais cet article, le premier article dans la presse internationale sur cette affaire. J'ai travaillé dessus pendant 5 ans. J'ai obtenu, parce que ça commençait à se savoir, on m'a donné par exemple un rapport interne du ministère de la Santé qui estime qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui sont mortes de cette affaire. 250 000 personnes. Et voilà. Mais tout ça, sans la moindre information, dans les journaux, dans des communiqués, etc. Vous avez un lanceur d'alerte et ensuite vous faites votre travail. Et votre travail, c'est de tout vérifier de A jusqu'à Z. Donc d'aller sur place. Moi, j'y suis allé tous les ans dans les mêmes villages. À un moment, les villages étaient interdits aux journalistes. Je travaillais avec une ONG chinoise. On dormait à 80 km des villages. À 11h le soir, on allait en voiture, on s'arrêtait à 1 km du village, on terminait à pied. Et ils nous avaient arrangé des rendez-vous auprès de familles. Et à 4 heures du matin, on repartait avant que les autorités locales se réveillent. Donc c'est comme ça qu'on travaille dans des pays où il n'y a pas d'information possible. C'est toujours le cas en Chine ? C'est toujours le cas, c'est même pire. Parce que
ce que je vous raconte là, d'arriver la nuit, etc., c'est plus possible aujourd'hui, parce que vous avez la reconnaissance faciale, des caméras de surveillance, des systèmes d'alerte électronique. Tout ça n'existait pas il y a 20 ans, et tout ça est en place aujourd'hui dans le pays. Donc c'est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Dès lors, quand l'accès est si difficile à l'information, les publications médiatiques internationales, et notamment occidentales, concernant la Chine, sont-elles objectives et étayées? Alors, on va faire un sort au mot objectif, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, objectif. Moi, je préfère 1000 fois le mot honnêteté au mot objectivité. Je pense que quand on fait ce métier, il faut essayer d'être le plus honnête possible. Et le plus honnête possible, ça veut dire prendre en compte le point de vue de l'autre, le point de vue y compris des gens qu'on veut critiquer. Vous savez, il y a une expérience formidable dans le journalisme qui est une vraie leçon, c'est quand on est poursuivi en justice. On reviendra dessus un peu plus tard. Ça paraît paradoxal, mais quand vous êtes poursuivi pour diffamation, moi il se trouve qu'en tant que directeur de la publication de Rue 89, j'ai eu 16 procès. J'ai été 16 fois en procès, j'en ai gagné 15, j'en ai perdu un. Et ce qu'il y a de formidable dans un procès, c'est que vous avez des juges qui sont formés. En plus, en France, à Paris, on a la 17e chambre qui est spécialisée pour les affaires de presse. Donc ce sont des juges qui sont particulièrement bien formés, le droit de la presse est un peu particulier, et qui savent comment ça fonctionne. Donc ils sont très attentifs. Et parmi les règles qu'il faut respecter pour s'en tirer quand vous avez un procès, c'est le débat contradictoire, c'est-à-dire ne pas accuser sans avoir donné la parole à l'autre. Et c'est ça l'honnêteté, c'est pas de l'objectivité. L'objectivité, ça voudrait dire que tout le monde c'est 5 minutes pour l'assassin et 5 minutes pour sa victime. C'est pas ça l'objectif. L'honnêteté, c'est de prendre en compte tous les points de vue sur une affaire. Et donc, avec la Chine, c'est compliqué, parce que vous n'aurez pas le point de vue du gouvernement, par exemple. Vous pouvez toujours le chercher, vous ne l'aurez pas. Vous aurez le communiqué du parti, mais qui est de la propagande, qui n'est pas de l'information. Et donc, c'est très compliqué de couvrir la Chine. Et la Chine, c'est un continent. C'est-à-dire que moi, mon souci en permanence, c'était, si je parle des gens qui sont victimes de ce scandale dans le centre de la Chine, on va me dire, oui, mais à Shanghai, c'est en plein boom, les gens vivent bien, bien mieux qu'avant, il y a des supermarchés, il y a du travail, etc. Et vous n'en parlez pas. Si vous ne parlez que de Shanghai, on va vous dire, mais vous ne parlez pas des paysans. Et donc, moi, j'essayais d'organiser ma couverture pour que, sur la durée, il y ait cet équilibre entre ce que je voyais qui était réel, qui était la croissance chinoise, l'essor de la Chine, la montée en puissance de ce pays, et ce qu'on sait aujourd'hui, mais qui se vivait au quotidien au début des années 2000, parce que c'est le début de la montée de la Chine, et de l'autre côté, de parler aussi de toutes les failles et de tous le côté vérolé de cette croissance, les abus sur l'environnement, par exemple. Aujourd'hui, la Chine a changé et elle est devenue plus vertueuse sur l'environnement. Oui. À l'époque, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, là-dessus, donc vous venez de parler de la croissance de la Chine et de la montée en puissance de la Chine. Est-ce que vous estimez que la difficulté d'obtenir des informations, ça peut nourrir des fantasmes sur une menace qui serait exagérée que la Chine pourrait représenter pour l'Occident? La chose dont il faut se méfier quand on parle de la Chine, c'est des effets de mode. Et donc, il y a eu la mode de la Chine, c'est beau, c'est grand, on va vendre une brosse à dents à chaque Chinois et on va faire fortune, ce qui a été le fantasme des milieux d'affaires occidentaux pendant des années. Après, il y a eu la menace chinoise et ils vont nous avaler, ils vont nous manger. Et voilà. Et c'est très difficile de résister aux effets de mode parce que quand vous allez à l'encontre des modes, vous avez votre rédacteur en chef à Paris qui vous dit « mais j'ai lu partout que c'est comme ça ».
et toi tu dis le contraire, c'est toujours difficile parce qu'il faut s'affirmer, il faut avoir les coups des franches pour pouvoir dire à son rédacteur en chef moi je pense différemment. Voilà. C'est une vraie situation compliquée sur lorsque vous avez une sorte de déferlante de l'effet moutonnier qu'il y a dans ce métier et qui est une vraie faille parfois. Et de l'autre côté, il faut arriver à se faire sa propre opinion. Et c'est pas simple quand vous avez un pays de l'ampleur, de la complexité de la Chine. C'est tout le défi, et c'est pour ça que le métier de correspondant, pour moi, c'est la forme la plus aboutie de ce métier, parce que vous êtes immergé dans un pays pendant plusieurs années. Moi, j'ai passé 5 ans en Chine. Vous finissez par avoir des réflexes, avoir vous repérez les pièges, les doutes, les questionnements. Vous avez aussi une vie dans le pays, donc vous savez au quotidien, vous allez faire vos courses au supermarché. C'est parfois plus instructif que de parler à un expert économique. Donc tout ça, c'est une accumulation d'expérience. Et en fait, ça marche partout. Moi, quand j'étais correspondant à Jérusalem, j'habitais sur la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest, donc entre la partie israélienne et la partie palestinienne. J'achetais mon lait du côté israélien et mon pain du côté palestinien. Et le matin, quand je traversais la rue, je changeais d'univers, je changeais de langue, je changeais de musique, je changeais de goût, et je prenais le pouls de ces deux sociétés. Et c'est ça qui est intéressant quand on est correspondant, c'est qu'on arrive c'est un puzzle, l'information. Donc vous remplissez les pièces, puis à un moment vous avez une photo. Notamment, vous venez de parler d'Israël et de la Palestine. Bon. Donc on vient de voir dans cette première question qu'il y avait tout un enjeu par rapport à l'obtention d'une information fiable sur des pays très fermés. Maintenant, on a aussi une question qui se pose de plus en plus du traitement de l'information, même dans nos sociétés occidentales, démocratie libérale. Par exemple, vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, notamment de cette guerre qui a commencé le 7 octobre, en tout cas, l'attentat. Parenthèse, cette photo, elle a été prise au palais de justice en attendant de rentrer dans la salle d'audience. Pardon, je vous interromps. C'est une belle photo, vous avez raison. Donc pensez-vous, comprenez-vous la défiance croissante des populations occidentales vis-à-vis du traitement de l'information? Alors, je pense qu'il y a une partie de cette défiance qui est justifiée pour certaines des raisons que j'ai déjà données. Par exemple, l'effet moutonnier, ce qu'on appelle les dérapages médiatiques sur certaines affaires, sur des faits divers, sur des phénomènes politiques, où tout d'un coup, vous avez tous les médias qui s'embarquent dans une thèse ou dans une logique, et pour faire ensuite marche arrière ou reconnaître qu'on est allé trop vite. Les emballements médiatiques, c'est une formule toute faite. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est un défaut d'une machine médiatique qui est humaine et qui, par définition, est capable de tomber dans des pièges. Après, il y a aussi une part que je considère un peu abusive dans le procès qui est fait aux journalistes, qui est de considérer que les journalistes ont capté l'accès à l'information, sont devenus les intermédiaires nuisibles et négatifs, les gardiens de cette information, et que de ce point de vue, ils doivent être abattus pour qu'on ait accès à une information plus libre. C'est ce qu'on a pensé à un moment lorsque les réseaux sociaux sont apparus, et tout d'un coup, il y a eu cet espace de liberté qui s'est créé. Par-dessus la tête, on y reviendra, mais c'est important dans ce sujet, c'est que à un moment, on a cru qu'en passant par-dessus la tête des journalistes, on allait gagner en liberté, que la société et que le système d'information allait gagner en liberté. On s'est rendu compte à quel point c'est un piège, et qu'un traitement professionnel de l'information est une exigence absolue pour avoir
une qualité d'information dans un pays. Et qu'il ne peut pas y avoir ni de démocratie, ni d'économie, ni de vie personnelle sans une information fiable. Et là-dessus, moi, c'est une bataille que je pense qu'il faut mener, c'est-à-dire donner aux citoyens la garantie que ce professionnalisme, il existe. Et on est loin du compte, c'est vrai. On a notamment l'exemple de certaines fake news qui ont largement circulé à partir du 7 octobre. Donc, Arrêt sur Image revient le mois dernier sur une réunion interne qui a eu lieu au sein de Libération, que vous avez bien connu, par rapport à un article de la rubrique Check News qui est sorti et qui a débunké pas mal d'informations qui avaient été largement relayées par les médias occidentaux jusqu'à Joe Biden. Donc on a par exemple les 40 bébés décapités lors du 7 octobre, ou le bébé dans le four. Ces fake news, elles circulent très facilement et elles suscitent, même au sein des médias, de certaines contestations. Par exemple, on a le directeur de la rédaction chez Libération, Dov Alphon, qui a critiqué la propre rédaction de Check News pour avoir participé à un négationnisme en mettant en lumière le débunkage de ces fake news. Donc. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on voit qu'il y a une vie interne dans les médias qui est importante et qui est riche. Et de ce point de vue-là, c'est positif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des organisations de type stalinien où une direction donnerait des ordres et serait suivie par tout le monde. On a des débats sur les bêtises ou les erreurs qu'on a pu commettre ou sur les réflexes. Il faut se mettre dans la vie d'une rédaction quand un événement de la taille et de l'ampleur du 7 octobre se produit. En plus, ça se passe un samedi, donc vous avez... c'est un séisme d'une ampleur incroyable parce que vous avez des millions d'informations qui se mettent à circuler. Vous avez des gens qui ont intérêt à faire circuler des fausses informations, que ce soit des États qui ont une logique d'État, des groupes paramilitaires qui veulent se justifier, des gens qui sont témoins de quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Vous avez 50 000 cas de figure qui vous tombent dessus. Et vous vous débrouillez pour sortir un journal le lundi matin avec le moins d'approximations ou d'erreurs possibles. Donc c'est un défi absolument extraordinaire. Il faut avoir vécu ça pour le comprendre. Et c'est d'ailleurs extrêmement excitant d'être dans une rédaction à un moment comme ça. Moi, je l'ai vécu, je ne sais pas, par exemple, la chute du mur de Berlin. Il est 8h moins quart. Vous apprenez que le mur de Berlin est tombé. Et il vous reste 1 heure avant le bouclage du journal. Et donc, c'est des poussées d'adrénaline et une machine de production et de vérification d'informations qui doit être au rendez-vous. Et ça, c'est pas simple. Qu'il y ait des erreurs dans un moment comme ça, c'est, je pense, inévitable, parce que vous avez des gens qui ont intérêt à introduire des fausses informations pour des raisons partisanes évidentes. Je veux dire, on comprend très vite l'intérêt qu'il y a à façonner l'opinion d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que vous avez des épisodes comme ça régulièrement. Je vais vous parler d'un autre épisode qui a joué un rôle important et qui s'est passé à Libération. C'est en 1990, décembre 89. Vous avez donc la chute du mur en novembre, vous avez les révolutions à Prague, etc. Et il reste un dictateur en place, c'est Ceausescu, en Roumanie. Et pays totalement fermé. Et il y a un soulèvement dans une ville qui s'appelle Timișoara. Et Timișoara, vous avez
alors vous avez une complexité, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable et pour pouvoir dicter votre article, vous devez sortir de Roumanie. Donc on a un envoyé spécial de Libération qui arrive à rentrer en Roumanie, se trouve à Timișoara, revient en Yougoslavie pour dicter son article et retourne en Roumanie avant que la frontière ne ferme. Et il ne sait pas que pendant toute la journée, il y a une intox qui a circulé dans le monde entier, qui est l'idée qu'il y a un charnier à Timișoara, avec 5000 corps. C'est la télé yougoslave, donc à l'époque c'était la Yougoslavie, avant l'éclatement de la Yougoslavie, qui veut faire tomber Ceausescu et qui balance cette information, avec quelques secondes de vidéo sur des cadavres prises à Timișoara. Et ça commence à faire le tour du monde. Le pays est fermé, on ne peut pas vérifier. Et tous les médias du monde entier reprennent le charnier de Timișoara. 5000 morts, le tyran qui a tiré dans la foule, etc. L'envoyé spécial de Libération, il y avait très peu de journalistes sur place, passe en Yougoslavie, dicte son article. L'article arrive juste avant le bouclage et le rédacteur en chef le voit et disant « Mais il n'a rien vu. Il ne parle pas du charnier. » Et le rédacteur en chef fait la pire des choses, et il a fait son autocritique, puisqu'on a un vieux passé maoïste, on fait notre autocritique à Libération. Il fait son autocritique quelques jours après, parce qu'il rajoute dans l'article de l'envoyé spécial les informations qui circulent dans le monde entier sur le charnier de Timișoara. Et le titre de Libération le lendemain, c'est gros titre sur le charnier, etc., avec un envoyé spécial sur place. Sauf que le lendemain matin, l'envoyé spécial, il dit « Mais il n'y a pas eu de charnier à Timișoara. Les corps qui ont été filmés étaient à la morgue et on ne sait même pas de quoi ils sont morts. D'ailleurs, quand on regarde de plus près, il y en a un qui a été opéré, donc il a l'estomac cousu, donc c'est pas des gens qui ont été victimes de répression, etc. » Et c'est une énorme manipulation de la télé yougoslave. Je donne cet exemple parce qu'il est extrêmement révélateur à la fois d'une époque où on pouvait moins bien vérifier, mais ce n'est pas parce qu'on peut vérifier aujourd'hui qu'on sait exactement ce qui s'est passé dans le sud d'Israël ce jour-là, etc. Et donc, c'est une... on peut dire, OK, c'est la preuve que les journalistes ne sont pas fiables. Non, c'est aussi la preuve qu'il y a des gens extrêmement organisés et structurés qui veulent introduire du poison dans le circuit de l'information. Et donc, c'est d'une complexité folle. Moi, je pense malgré tout que ce qui s'est passé à ce moment-là et la raison pour laquelle les informations, et d'ailleurs, on n'a pas encore l'intégralité de l'image de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu effectivement une attaque énorme, barbare ce jour-là, sur les gens qui faisaient la fête dans la rave party ou dans le kibbutz, qu'après, il y a des gens qui rajoutaient des éléments pour provoquer un émoi international, c'est sans doute confirmé et certain, mais ça n'enlève rien à ce qui s'est passé le 7 octobre, et surtout, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et une fois qu'on fait le debunking, c'est-à-dire de dire cette information-là est fausse, celle-là est vraie, celle-là est fausse, de se dire tout ça est bidon et tout ça n'est pas vrai. Parce qu'il y a cette tentation aujourd'hui qui est de dire oui, tout ça a été exagéré. De toute façon, du négationnisme. C'est du négationnisme. Et donc, il faut faire très attention quand on revient sur une information, à ne pas à effectivement distinguer le vrai du faux, parce que c'est très important à l'arrivée d'avoir une information la plus proche possible de la vérité, mais attention à ne pas tomber dans le travers extrême qui est de dire tout ça est bidon et tout ça n'est pas vrai et tout ça est un complot. Voilà. Donc c'est très difficile à la fois pour le journaliste, enfin pour les journalistes et pour le public. Vous savez, il y a une phrase d'Hannah Arendt qui est ma Bible sur cette affaire. Hannah Arendt, elle dit
Elle a dit ça dans les années début 73, donc bien avant Internet. Elle disait lorsque on vous ment, le but n'est pas de vous faire croire le mensonge. Le but est que vous ne croyez plus en rien. Et quand vous ne croyez plus en rien, on fait de vous ce qu'on veut. Et c'est ça le danger actuel. Le danger d'aujourd'hui, c'est que on ne croit plus en rien, parce qu'effectivement, il y a des endroits où on vous a menti, il y a des erreurs, il y a des manipulations, etc. Et qu'à partir du moment où vous ne croyez plus en rien, ben on vous manipule de la manière dont on le veut. Par ailleurs, dans les questions de fiabilité de la presse, on peut revenir sur votre expérience. Donc après avoir notamment été membre de la direction de la rédaction de Libération, vous quittez le journal qui est en mutation après son rachat, sa prise de contrôle par Édouard de Rothschild, pour cofonder le Monde Média Indépendant Rue 89, qui se fait connaître pour certaines révélations choc à l'époque, comme l'abstention de Cécilia Attias, qui est à l'époque Cécilia Sarkozy, lors du second tour en 2007. Néanmoins, Rue 89 intègre en 2011 le groupe l'Obs, et vous travaillez depuis pour de grands médias, donc l'Obs et France Inter notamment. Pourquoi avoir pris la décision d'intégrer ce groupe? Était-ce en raison de difficultés trop grandes pour un petit média indépendant à l'époque, ou bien parce que vous avez compris que la liberté journalistique était possible au sein de grandes rédactions? Vous savez, on a lancé Rue 89 en 2007. On était le premier, ce qu'on appelle en bon français pure player, c'est-à-dire média en ligne qui n'est pas issu d'un média existant. Parce que vous aviez déjà à l'époque, Le Monde avait son site, Libération avait son site, etc. C'était des extensions. Nous, on a créé le premier média ex nihilo. Mediapart a été créé 1 an plus tard. Et à l'époque, on avait, nous, un concept qui était de créer un média participatif. Et notre idée était qui était née en fait de notre expérience commune. On était 4 fondateurs, qui était d'avoir été blogueur sur le site, sur la plateforme de Libération. Moi, j'étais donc en Chine, ça a été rappelé tout à l'heure. 2 de mes cofondateurs étaient aux États-Unis, l'un à Washington, l'autre à New York, et on avait et le 4e était à Paris, et on avait des blogs sur la plateforme de Libération. Et ce qui nous était apparu dans cette expérience, c'était la force de l'interactivité. Ça paraît banal de dire ça aujourd'hui. À l'époque, c'était une révolution. Et moi, je m'émerveillais à l'époque de voir que quand je mettais un post sur mon blog à Pékin, dans les commentaires, il y avait des gens qui en savaient plus que moi. Si je parlais de l'industrie automobile en Chine, il y avait quelqu'un qui avait travaillé pour PSA à Wuhan et qui me donnait son expérience de ce qu'était de produire une voiture en Chine, etc. Et donc, on avait conçu ce concept qui était de se dire la vie d'un article ne s'arrête pas une fois qu'il est mis en ligne. Il s'enrichit d'abord des commentaires de ses lecteurs. Et deuxièmement, les commentaires eux-mêmes peuvent générer de nouveaux articles puisque dans le public, il y a de l'expertise, il y a de l'envie de s'exprimer, etc. Et donc, notre règle qu'on avait essayé d'instaurer, qui était totalement expérimentale, c'était de dire, peu importe qui écrit, qu'il soit journaliste ou pas journaliste, tout ce qu'on publie passe par la moulinette de la vérification professionnelle et éthique des articles. Et notre idée était aussi de regagner la confiance des lecteurs, parce qu'à partir du moment où les gens pouvaient participer à la fabrication de l'information, il nous semblait que ça permettait de combler ce fossé qui s'était créé avec les lecteurs. Ça a marché quelque temps. Ça a permis à Rue 89, effectivement, de se faire connaître comme un média nouveau qui était plus en phase avec les logiques et le langage d'Internet, plus que les sites des médias traditionnels qui étaient un peu endormis à l'époque. Mais on avait choisi un modèle économique qui était l'accès libre, l'accès gratuit et les revenus publicitaires. Et on a raté notre coup parce que ce modèle-là s'est cassé la figure. Mediapart a choisi un modèle payant sur abonnement. Ils ont ramé pendant plusieurs années. À l'arrivée,
leur modèle a réussi. Donc je reconnais que nous, on a choisi le mauvais modèle, qui était basé sur le fait qu'on a, et donc comme c'est une école de gestionnaire là, qui a parlé tout à l'heure des modèles, ouais. de management, les modèles, c'est important parce que vous choisissez le mauvais modèle, bah, vous allez dans le mur. Et ce qu'on avait totalement sous-estimé, parce que quand vous savez, il faut se remettre dans la tête de ce qu'on était en 2007. Facebook, ça existait à peine. Ça n'avait strictement aucune importance dans le modèle économique. 3 ans après, Facebook était au cœur de la circulation de l'information et raflait une bonne partie de la manne publicitaire. Quand on a lancé notre site en mai 2007, le jour du deuxième tour de l'élection présidentielle, de l'élection de Sarkozy. On avait une plateforme qui était magnifique. On pensait qu'on avait le plus beau site au monde et qu'on était au top de la modernité. Un mois plus tard, au mois de juin, sort le premier modèle d'iPhone. C'est-à-dire tout d'un coup, une rupture qui change tout dans la circulation de l'information, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans votre poche quelque chose qui contient tout. Ça n'existait pas quand on a conçu le site. Un mois plus tard, notre modèle était déjà dépassé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris une chose à l'époque qu'aujourd'hui on a comprise depuis longtemps. C'est que la révolution numérique, c'est pas comme précédemment les phases précédentes où en gros vous passiez de l'imprimerie en plomb à l'offset et ensuite pendant 10 ans vous amélioriez un petit peu la technique, mais vous étiez sur un plateau d'innovation qui était durable. Là, on est depuis 20 ans dans quelque chose qui change tous les 6 mois, qui évolue tous les 6 mois, avec des ruptures, voilà, maintenant c'est l'intelligence artificielle qui vient tout d'un coup, qui a fait irruption dans nos vies avec ChatGPT. Et en même temps, il ne faut pas se précipiter sur toutes les innovations et toutes les soi-disant ruptures, parce qu'il y en a la moitié qui ne vont pas survivre 15 jours. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'être entrepreneur dans ce secteur. Moi, je n'étais pas né pour être entrepreneur, j'étais journaliste et je me suis retrouvé entrepreneur par la force des choses, parce qu'il fallait inventer notre propre média pour survivre avec la crise de la presse. Et donc, on a appris en marchant et on a trébuché. C'est pour ça qu'on a vendu à l'Obs, parce qu'on n'y arrivait pas. Vous savez, mais moi, j'ai perdu le sommeil à ce moment-là, parce que tout d'un coup, vous réalisez ce que c'est que de faire une augmentation de capital. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et donc, il vous reste de l'argent en caisse pour 3 mois. Vous avez 3 mois pour faire une augmentation de capital. Vous allez voir des gens et vous leur expliquez que oui, l'année prochaine, on sera à l'équilibre, ce qu'on n'a jamais été. Et ils vous écoutent et ils vous disent « Ok, je mets 100 000 euros ». Et vous dites « Mais il m'a cru, il m'a fait confiance ». Mais c'est des expériences que moi, je n'avais jamais eues de ma vie. Et voilà, donc tout d'un coup, de journaliste, vous devenez financier. La première fois qu'on est allé, on a fait le tour un peu de tous les gens qui finançaient le développement informatique, les startups, etc. à l'époque. La première question qu'ils nous posaient, c'est quel modèle américain copiez-vous ? On leur disait, ben non, on ne copie aucun modèle, on a bricolé notre propre modèle. Je dis, dans ce cas-là, vous n'avez aucune chance. Oui, c'était ça la mentalité quand même à l'époque. Si vous n'étiez pas un modèle américain, vous n'aviez aucune chance. Donc personne ne voulait nous financer, personne. Vous avez parlé de Facebook et des réseaux sociaux. Est-ce que, puisqu'aujourd'hui de nombreuses personnes se tournent vers les réseaux sociaux suite à cette défiance et qu'on y trouve de nombreuses, des informations de qualité relativement bonne, mais aussi des fake news, est-ce qu'on doit encore contrôler l'information qui circule sur les réseaux sociaux? Et si oui, comment on le fait? Alors, moi, j'ai une théorie. C'est que je pense qu'il ne faut pas déserter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus la jungle,
Mais si on s'en va, on laisse la jungle aux fauves, et ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui y vivent dans cet univers. Donc, mais il faut apprendre à naviguer sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que journaliste, mais vous, en tant qu'utilisateur. Tout le monde doit faire sa part de travail, c'est-à-dire de savoir à quel compte on a affaire, de ne pas retweeter une information sans être sûr qu'elle est authentique, qu'elle vient d'une source fiable, etc. Moi, c'est ce que je fais dans mon travail. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je fais tous les jours une veille d'information de 3 heures. Je fais le tour du monde 3 fois pour être certain de ce qui s'y passe, en partie avec les réseaux sociaux, mais en ayant identifié des comptes que je suis depuis des années, dont je sais que sur le Proche-Orient, sur la Chine ou sur l'Ukraine, ils ne m'ont pas fait, ils sont fiables et ils ne m'ont pas fait défaut précédemment. Il y a des gens que je connais depuis 20 ans, que je n'ai jamais rencontrés, mais dont je connais le compte depuis 20 ans sur Twitter. Et donc, j'ai le recul qui me permet de savoir si cette personne est bidon ou pas. Mais alors, je demande pas, je pense pas que tout le monde va faire ça et y passer autant de temps que moi, mais je pense que la moindre des choses, quand on relaye une information, on retweet quelque chose, ou on le reposte sur Facebook, etc., on prend la responsabilité qui est celle d'un journaliste, qui est de relayer une information, d'être le vecteur de l'information. La moindre des choses, c'est de s'assurer qu'on ne relaye pas une intox, une blague, etc. Vous savez, il y a le nombre de fois où, par exemple, vous voyez des infos du Gorafi, donc des blagues, qui sont relayées de manière sérieuse. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on voit, où vous relayez un compte qui s'appelle John 48 72 24. Quand on a un compte qui s'appelle comme ça, il y a peu de chances que l'information soit véritablement sérieuse. Il y a plus de chances que vous soyez une officine de telle ou telle agence de désinformation. Le problème, il faut faire attention. Le problème, c'est que ces fake news, malgré ces conseils que vous donnez, elles pullulent quand même. Et donc, il y a la question d'une régulation qui s'est posée. Donc, la loi Infox, notamment en France en 2018, qui contraint les plateformes à mieux lutter contre les fake news, à supprimer rapidement leur contenu, à les supprimer rapidement. Et donc, il prévoit un juge qui aurait 48 heures pour statuer si l'information doit être retirée ou non. Est-ce que vous y croyez à cette régulation, ou alors est-ce que les fake news trouveront toujours le moyen de circuler ? Alors, je pense que c'est important qu'il y ait de la régulation, parce que l'absence de régulation ne fera qu'empirer les choses. En revanche, c'est pas la panacée, et je ne crois pas, moi, au juge qui, en 48 heures, va statuer si une information est vraie ou pas. Je le vois, je parlais tout à l'heure de mes procès en diffamation. Les enquêtes, elles prennent des mois pour s'assurer d'une information. Et parfois, si on vous dit il y a eu un massacre à tel endroit dans l'est de l'Ukraine, le juge, qu'est-ce qu'il a comme moyen pour vérifier si c'est vrai ou pas? C'est une fausse bonne idée de donner cette responsabilité à un juge qui ne pourra pas dire le vrai du faux. Et donc, s'il ne dit pas que c'est faux, ceux qui ont balancé la fausse information vont dire, vous voyez bien, le juge ne l'a pas interdite, donc c'est vrai. C'est un piège. En revanche, la responsabilité aujourd'hui, elle est sur les épaules des plateformes. Ces plateformes, elles ont une responsabilité absolument colossale. Et pendant trop longtemps, on les a laissées libres de faire ce qu'elles voulaient. Et vous avez eu quand même l'histoire d'Internet au cours des 10-15 dernières années, elle est jalonnée de scandales monumentaux. J'en prends un seul, le Cambridge Analytica. Vous avez sûrement, certains en ont entendu parler. Cambridge Analytica, c'est une officine au Royaume-Uni qui a accumulé
en violant les règles, des millions de profils d'internautes américains et qui était financé par l'extrême droite américaine et qui a manipulé l'électorat au moment de l'élection de Trump en 2015. Mark Zuckerberg a été convoqué au Congrès américain. Il a passé sans doute un des pires moments de sa vie à propos de Cambridge Analytica. Mais il y a eu plein d'autres histoires. Et tous les jours, vous avez, là, hier, le ministère des Affaires étrangères en France a révélé toute une opération énorme d'origine russe avec des centaines de comptes qui relayent des informations. C'est souvent le cas, hein, ça vient souvent de Russie. Oui, parce que il y a ceux qui voilà, sont pas les seuls. Hein, beaucoup de gens ont intérêt à agiter les opinions, mais la Russie en ce moment elle est en guerre, donc elle a des gros moyens pour ça. Mais quand vous voyez comment quelqu'un comme Elon Musk aujourd'hui se comporte sur Twitter, où il a il a supprimé la validation des comptes, ce qui est terrible, quoi. Je veux dire, avant, vous aviez ce badge bleu qui signifiait que votre compte avait été vérifié, que vous étiez une personne réelle dont on avait vérifié l'identité. Aujourd'hui, quand vous avez le badge bleu, c'est simplement que vous avez payé un abonnement. Donc vous pouvez être à Saint-Pétersbourg et acheter votre abonnement et vous êtes tranquille, vous avez un compte validé qui sera en plus poussé par l'algorithme et mis en avant sur l'algorithme. Ces pratiques-là, elles sont inadmissibles. Et donc, la régulation, elle doit mettre les plateformes devant leurs responsabilités. Et l'Europe est le bon niveau pour ça. Parce que ce sont des États, elles ont la taille d'États, les Google, Facebook, etc. Ils ont une puissance telle qu'effectivement, quand ils ont en face d'eux l'Europe avec ses 450 millions de consommateurs, citoyens et des gens qui ont la capacité à Bruxelles de leur donner 15 milliards de dollars d'amende, ça commence à peser et ça les oblige de ce point de vue-là. L'Europe n'a pas créé les réseaux, hélas, équivalents, mais elle a la capacité de régulation. Bon. Est-ce qu'elle a la volonté, quoi? Elle a les nouvelles règles qui viennent d'être adoptées sont assez contraignantes et je pense que la pression qui est mise sur les plateformes, elle est importante. Après, il faudrait que la pression vienne aussi des utilisateurs. Et là, parfois, on a l'impression qu'il y a une démission que l'utilisateur n'est pas conscient ou n'a pas envie d'être conscient, parce que c'est moins drôle, de ses responsabilités dans l'écosystème de l'information. Et ça, je trouve que c'est dérangeant. Et cette inconscience-là, on voit qu'elle offre un terreau fertile au populisme. C'est quelque chose dont vous parlez beaucoup dans vos chroniques. Qu'est-ce que c'est et une des parades, mais c'est du travail de longue haleine, c'est l'éducation aux médias. À l'école, dès l'école. Alors ça existe depuis longtemps, l'éducation aux médias, mais pendant très longtemps, l'éducation nationale était réticente à introduire Internet dans l'éducation aux médias, parce que les parents redoutaient qu'Internet, voilà, les enfants passaient déjà trop de temps sur les écrans, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une conscience absolue générale du fait que il faut... Je veux dire, c'est pas inné de comprendre que la blague qui est sur le Gorafi ou l'équivalent, c'est pas pareil qu'une enquête de 10 journalistes du Monde pendant 6 mois pour révéler une affaire. Et donc, ça s'apprend dès l'école primaire. Moi, j'étais dans un exercice assez intéressant il y a quelque temps dans une école. On a montré aux enfants, donc c'était au CP, et on leur a montré un crocodile qui sortait d'une bouche d'égout à Paris. Et c'était au moment des inondations il y a quelques années. Et on a demandé aux enfants, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc ils ont discuté entre eux, crocodile à Paris, c'est peut-être échappé d'un zoo, c'est quand même étonnant, etc. Et puis à la fin, ils se sont dit, il y a quand même la photo. Donc ils ont dit que c'était vrai. Évidemment, c'était faux.
Et donc, mais c'est une pédagogie qui est très importante de comprendre que c'est pas parce que vous avez la photo que c'est vrai. Il y a des logiciels qui existent aujourd'hui qui sont très simples d'usage pour vérifier si une photo a été trafiquée ou pas. Demain, il va falloir faire la même chose avec les images provenant d'IA. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur des sites comme Midjourney, qui est une plateforme américaine qui produit des photos. Vous dites je veux un soldat ukrainien qui porte un vieillard blessé avec une église qui brûle derrière. Il vous sort la photo en on a des vidéos aussi et des vidéos voix avec qui sont deepfakes, trafiquées. qui font dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Il y a déjà eu une campagne électorale qui a été faussée par ça. C'était en Slovaquie il y a quelques semaines. Où un candidat a été accusé d'être dans une histoire de corruption sur la base d'une vidéo ou d'un son, c'était un son, où il avait une rencontre avec quelqu'un qui lui proposait un deal, etc. Ça a été ensuite prouvé que c'était trafiqué, que ce n'était pas vrai. Mais il a quand même perdu les élections parce qu'on sait très bien que le démenti ne touche pas et ne convainc pas autant que l'information de base qui, elle, est relayée par des moteurs et des relais très professionnels. Et là, on est rentré dans une ère totalement incontrôlée. Alors, la commission va imposer qu'on marque que quand une vidéo a été faite par une IA, que ça soit qu'il y ait un marquage sur les images, etc. Mais vous ne pourrez pas empêcher le mal de circuler. Si demain vous avez une vidéo qui circule en France à quelques jours d'une élection, qui vous montre un candidat disant le contraire de ce qu'il pense, le démenti aura beaucoup de mal à atteindre tous les gens qui ont été atteints par le mensonge. Bien sûr. Donc sans les révélations, là on a parlé beaucoup de réseaux sociaux et de fake news. Néanmoins, les médias semblent conserver une importance. Donc, par exemple, sans les révélations du Canard enchaîné en 2017, François Fillon faisait figure de favori pour les élections présidentielles. On a également Mediapart, très récemment, qui a grandement participé à l'éviction d'Amélie Oudéa-Castéra de son poste de ministre de l'Éducation nationale avec ses révélations en série. Ça y allait un jour sur deux quasiment. Les médias semblent toujours avoir ce rôle de quatrième pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, j'aime pas trop le quatrième pouvoir parce que c'est, contrairement aux trois autres, les trois autres, ils sont dans la Constitution, ils sont dans la loi, ils sont régis par un certain nombre de règles. Ce quatrième pouvoir-là, il est autoproclamé et il a une légitimité qui ne tient que par la confiance ou pas que lui font les lecteurs, les citoyens. Et il n'est régi par aucune règle autre que les lois sur la diffamation, l'injure ou autre. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi, cette formule du quatrième pouvoir, elle est intéressante, mais elle est trompeuse parce qu'il n'y a pas, c'est pas un pouvoir institutionnalisé comme les trois autres. En revanche, oui, je pense que et c'est ce qui aujourd'hui s'il y a un avenir pour le journalisme et pour les journalistes et pour les médias, c'est celui-là, c'est-à-dire d'être effectivement dans le rôle d'aiguillon de la démocratie, de la transparence. Quand vous avez, par exemple, ça c'est les grandes affaires des dernières années transnationales, les Panama Papers, par exemple, et il y en a eu plusieurs de ce genre, qui ont mis en réseau des centaines ou des dizaines de journalistes de 20 pays, 25 pays, qui se mettent à analyser les documents qui ont fuité de paradis fiscaux, Panama ou autres. Le fisc français a récupéré des centaines de millions d'euros grâce aux révélations des Panama Papers. On pourrait se dire, voilà, le journalisme a aussi fait œuvre utile à la société en ramenant de l'argent qui était parti illégalement et qui aujourd'hui sert à faire des écoles ou des hôpitaux. Je veux dire, j'idéalise un petit peu cette situation, mais
le journaliste, ça sert à ça aussi. Vous voyez, quand vous avez, on tend à l'oublier, mais vous avez eu, il y a maintenant 4 ans, une journaliste à Malte qui s'appelle Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu un meurtre de journaliste en Europe. Malte, ça fait partie de l'Union européenne. Elle met la clé de contact dans sa voiture, boum, voiture piégée, elle meurt. Daphne Galizia était en train d'enquêter sur l'angle maltais des Panama Papers. Elle enquêtait sur des malversations qui ont fini, et Reporters sans frontières à ce moment-là a accompagné la famille pour ne pas lâcher l'affaire, pour que la justice maltaise se mobilise, pour que les institutions européennes restent vigilantes sur cette affaire. À l'arrivée, c'est remonté jusqu'au Premier ministre. Le Premier ministre a démissionné, mais il n'a pas été inquiété, mais son directeur de cabinet a été mis en examen, et il était de mèche avec l'homme d'affaires numéro 1 du pays qui s'est enfui. Parce que c'est eux qui avaient organisé le meurtre de cette journaliste, parce qu'elle était en train d'enquêter sur leurs liens avec la mafia sarde, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Traghetta. Des histoires comme ça, on oublie que ça existe parce qu'on est dans des sociétés plus policées, etc. Mais vous avez eu un autre assassinat en Slovaquie, d'un journaliste qui était pareil, la même histoire, ça a provoqué la démission du gouvernement. Ce rôle-là du journalisme, il est fondamental et il est historique et il a toujours existé. Et aujourd'hui, les citoyens l'oublient parfois. On reviendra sur Reporters sans frontières juste après. Pour revenir sur le rôle dans la politique des médias, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aujourd'hui à constater que la presse, elle est capable de faire éliminer un candidat, comme Fillon par exemple en 2017, mais qu'en parallèle de ça, croît la défiance envers les médias, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de constater ça ? C'est paradoxal, mais je pense qu'on est dans une période de profonde mutation, et les réseaux sociaux ont complètement changé à la fois la perception et la réalité de la manière dont l'information circule. Et donc, il y a eu cette période, je pense, de mythe, qui était de se dire on n'a plus besoin des journalistes. L'information, elle va nous arriver par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je peux être en contact direct avec, d'ailleurs les hommes politiques l'ont bien compris, je peux être en contact direct avec les hommes politiques, j'ai plus besoin des journalistes pour me dire ce qu'a dit Rachida Dati, pour reprendre un exemple que vous connaissez. Elle me le dit elle-même sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on a, aujourd'hui, on a quand même un recul de près de 2 décennies. On se rend compte à quel point c'est un piège. C'est que ce n'est pas de l'information que vous recevez, c'est de la communication. Et que le travail des journalistes, c'est justement d'aller au-delà de la communication et de vous apporter de l'information. Et donc, il y a un pacte à recréer entre le citoyen et le journaliste qui passe notamment par ce journalisme d'investigation qui est bénéfique, je pense, pour la société, mais ça prend du temps. Les journaux, en plus, les médias ont traversé une période quand même. Vous savez, on l'oublie aujourd'hui, on considère que tout ça est acquis. Il y a 15 ans, on pensait que toutes nos entreprises de presse allaient mourir. Le Monde a été en faillite. Le Monde, premier journal de France, etc., a été en faillite. Libération a été en faillite. Rothschild est arrivé à ce moment-là pour le sauver et Libération n'est toujours pas tiré d'affaire. Le Monde est tiré d'affaire. Le Monde est redevenu bénéficiaire, a réussi à prendre le tournant numérique, a aujourd'hui 500 000 abonnés numériques. C'est considérable. Mais on a failli disparaître parce qu'on a eu une crise absolument majeure qui a été la fin d'un siècle de modèle économique. La presse, pendant un siècle, elle s'est transformée techniquement, etc. Mais son modèle est resté le même depuis la fin du 19e jusqu'au début du 20e. Jusqu'au début du 21e, c'était la vente en kiosque, les petites annonces et la publicité. Et
Et du jour au lendemain, au début des années 2000, on a perdu, tout ça s'est écroulé. Les ventes ont baissé, la pub a baissé et les petites annonces sont parties en ligne. Et en fait, il y a des courbes, c'est très intéressant ce phénomène, mais la courbe montre, le croisement des courbes, c'est le jour où il y a eu un seuil critique de gens qui avaient accès à Internet chez eux. Alors à l'époque, c'était la DSL. Au début d'Internet, ça je vous parle de la préhistoire, hein, je pense que personne dans cette salle, parmi les étudiants, n'a souvenir de cette période. Mais quand on voulait se connecter à Internet de chez soi, il fallait se connecter. Ça coupait la ligne téléphonique parce qu'on ne pouvait pas faire deux choses en même temps. Parfois, ça accrochait pas, il fallait recommencer 3 fois. Bref, c'était une galère. Et puis un jour, on nous a installé la DSL. La DSL, vous ouvriez votre ordinateur, vous étiez connecté. Ce jour-là, ça a été l'arrêt de mort d'un modèle de la presse. Et donc il faut dire merci aux milliardaires, à Xavier Niel et à Rothschild. Et c'est compliqué le travers. Ce que ça a fait, c'est que ça a concentré les médias. On rappelle il y avait deux quotidiens indépendants nationaux en France, Libération et Le Monde. Il n'y en a plus un seul. C'est la réalité. Mais voilà. Après, c'est pas parce que vous appartenez à Xavier Niel que vous êtes aux ordres d'un milliardaire. Les choses sont un petit peu plus compliquées et plus sophistiquées que ça. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, à travers cette crise, il y a eu une concentration des médias beaucoup plus forte. Et c'est le travers dans lequel on est aujourd'hui. 11 milliardaires possèdent 80% de la presse quotidienne généraliste, par exemple. Alors, là, on a un prisme français qui est, hélas, c'est qu'on n'avait pas d'entreprise de presse forte en France. Vous allez en Allemagne, la presse reste la propriété de groupes de presse. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est un groupe de presse économique très fort qui continue à produire un quotidien économique. L'équivalent en France, c'est Les Échos, il appartient à Bernard Arnault. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi Libération a été en crise, c'est pour ça que j'ai quitté en 2007. Libération a été le premier à plonger dans cette grande crise de la presse. Parce que Libération était le journal le plus fragile, c'était le maillon faible de la presse nationale, c'était indépendant, qui était en déficit 1 an sur 2, qui était moyennement bien géré. Et il y a eu on a été en plein psychodrame avec Édouard de Rothschild parce qu'il a investi dans Libération en 2005. Et en 2006, le journal a plongé littéralement dans la crise. Effondrement des ventes, de la pub et des petites annonces. Et Édouard de Rothschild, à l'époque, personne ne savait que c'était la grande crise de la presse, la transformation des modèles. Et Édouard de Rothschild s'est dit, mais on m'a vendu une Rolls et il y a un moteur de 2 chevaux. Je me suis fait avoir. Il a viré Serge July, le fondateur du journal, et Louis Dreyfus. Alors c'est assez drôle parce que Louis Dreyfus, qui était le directeur général, c'est aujourd'hui le directeur général du groupe Le Monde. Voilà. Donc il a plutôt bien réussi là-bas. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas vu venir cette crise, on ne l'a pas comprise immédiatement. Et on a mis 10 ans à la dépasser. Donc, est-ce qu'il ne faut pas nuancer un peu la critique qu'on fait souvent sur les milliardaires qui sont propriétaires de médias, puisque finalement en France, ils nous permettent d'avoir une information de qualité relativement bonne, et puisqu'ils ont sauvé Libération. C'est une question essai, ça. Non, écoutez, moi je vais pas cracher dans la soupe et ces milliardaires, voilà, il y a milliardaires et milliardaires. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous sur le même plan. Je ne suis pas sûr que M. Bolloré soit un grand sauveur de la liberté de la presse en France. Mais ça, c'est... Sur ce... et je préférerais 1000 fois qu'on ait des entreprises de presse viables et indépendantes plutôt que de dépendre du bon vouloir de milliardaires. Après,
Xavier Niel, il est en train de faire quelque chose d'assez remarquable au monde, puisqu'il a créé un statut de fondation qui fait que... Il a revendu ses actions. Il a placé ses actions dans une fondation, qui fait que le journal ne peut pas être racheté ou il ne peut pas être mis en péril, même s'il disparaissait demain, donc lui-même. Donc voilà, c'est assez vertueux comme comportement, et je ne suis pas sûr qu'ils soient tous dans le même panier. D'accord. Bah, merci Monsieur Askil. On va passer désormais au petit jeu des mardis. Le concept est simple, c'est un QCM sur un ton un petit peu plus léger. On ne va pas vous demander de chanter. Ah, voilà. Donc, on vous pose quelques questions et vous nous dites la réponse que vous préférez. Donc, tout d'abord, assez simplement, quel est votre reporter fictif préféré? Alors, on a le célèbre Tintin, Fantasio, l'acolyte de Spirou, ou Clark Kent, aka Superman. Oh là très fort. Vous voyez les fake news? Faut être doué pour la reconnaître, celle-là. Oui. Écoutez, moi je reste Tintin. Et d'abord parce que Tintin, Tintin n'a jamais écrit un article de sa vie. Je ne sais pas s'il y a des grands lecteurs de Tintin ici, mais je vous mets au défi de me citer un article écrit par Tintin. C'est incroyable. C'est un journaliste, il est sur tous les terrains, il est le reporter en Chine ou au Congo, etc. Et il n'écrit pas un article. Mais de ce point de vue-là, il m'attendrit, Tintin. Je reste... voilà, des trois, c'est quand même celui que je préfère. Et en plus, il est allé dans des endroits où je suis allé moi-même, donc que ce soit le Congo ou la Chine. Donc, voilà. Deuxième question, quel a été votre métier préféré? Le métier de reporter à l'étranger, parce que c'est plus cool d'être blogueur à l'autre bout du monde qu'à Clichy-sous-Bois. Le métier de journaliste en France, parce qu'on peut boire du champagne avec les Rothschild quand ils nous rachètent. Ou chroniqueur chez France Inter, parce que quoi de mieux que de se lever tôt le matin pour répondre à des questions que vous avez ordonné à Nicolas Demorand de vous poser? Ça c'est vrai. C'est moi qui ai écrit les questions. Et je peux vous dire qu'au début, un jour, j'avais écrit une question où ma réponse était « Ah ben non !» Et après, il m'a dit « Évite de me faire passer pour un con dans les questions. » C'est la première réponse, évidemment. C'est quand même beaucoup plus cool d'être à l'autre bout du monde. Dernière question. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on tient un média d'investigation indépendant? Alors, première réponse, trouver des pigistes d'investigation. Numéro 2, devoir cumuler son travail et le passage du barreau pour se défendre de Vincent Bolloré. Ou enfin, rester indépendant plus de 4 ans, encore 1 an, et vous faisiez autant que Nicolas Sarkozy à la tête du pays. Bah, c'est le numéro 2. Moi, j'ai eu 2 procès avec Vincent Bolloré. Et vous savez, c'est une expérience très angoissante, parce qu'il a des batteries d'avocats et qui travaillent pour lui à l'année. Il a un groupe énorme, donc les frais de justice, c'est infinitésimal dans son budget. Alors que vous êtes un petit média indépendant, et je peux vous dire que nous, c'était l'équivalent d'un temps plein sur une équipe de 15 personnes, les frais de justice. Et donc, l'enjeu de gagner ou de perdre un procès, il est pas existentiel, parce que à l'arrivée, même un jour, quelqu'un nous avait poursuivi en demandant 5 millions d'euros de dommages et intérêts. Il s'est fait rembarrer par les juges, parce qu'on ne demande pas 5 millions d'euros à même Catherine Deneuve, nue à la une de Voici, elle demande 200 000. Donc c'était pas décent de demander 5 millions d'euros à un petit site comme le nôtre, mais vous mettez en jeu à chaque procès, et vous êtes là avec vos petits moyens face à une énorme machine. Et donc, et Bolloré sait qu'il va perdre 80% ou 90% des procès qu'il fait, mais il vous a à l'usure,
Parce que la fois suivante où vous écrivez un article sur lui, vous réfléchissez à 2 fois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer encore un procès, 15 000 euros de frais de justice et d'avocats, etc., pour un papier qui ne va pas secouer la planète entière? Donc vous vous dites, bon, finalement non, et je ne le fais pas. Et c'est ça que veut Bolloré, c'est qu'on n'écrive plus sur lui. Vous confiez par l'intimidation. Vous confiez à Street Press, je sais qu'il y a des médias qui refusent aujourd'hui d'écrire sur ce groupe parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui. Oui, mais en fait, pour tout vous dire, le deuxième procès qu'on a eu, c'est sur une affaire qui avait été refusée qui avait été commandée par un journal qui avait au dernier moment refusé de le publier. Et donc l'auteur de l'enquête était venu nous voir. Et nous, comme des cons, on l'avait publié. Et on avait eu un procès qu'on a gagné. Sur Reporters sans frontières, donc, vous êtes président de Reporters sans frontières depuis 2017, en ayant été renouvelé pour un second mandat en 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de votre rôle et de détailler les missions de l'association pour ceux qui connaissent mal l'association dans le public? Alors, moi, je suis président du conseil d'administration de Reporters sans frontières, donc ça veut dire que je n'ai pas un rôle opérationnel au quotidien. C'est Christophe Deloire qui est le secrétaire général de l'organisation. C'est lui qui dirige les équipes, voilà, et qui est à temps plein dans l'organisation. Reporters sans frontières, c'est 50 personnes à Paris, c'est 12 bureaux à travers le monde et une centaine de correspondants. Donc c'est une des rares organisations non médicales nées en France et qui soit devenue une organisation internationale, une ONG internationale. On connaît Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Il y en a moins. Les grandes ONG, droits de l'homme par exemple, Amnesty International ou Human Rights Watch sont nées dans le monde anglo-saxon. Donc RSF est né il y a une trentaine d'années maintenant à Paris. Alors, avant qu'on me pose la question, je vais rappeler le nom du fondateur, Robert Ménard, qui a évolué d'une certaine manière, puisqu'il est aujourd'hui maire de Béziers, apparenté Rassemblement National. Ce qui n'était pas le cas de ses débuts à Reporters sans frontières. Et puis voilà, quelqu'un qui a connu une dérive politique et qui a quitté l'organisation, qui a failli en mourir, et qui s'est bien remise et qui aujourd'hui a une ampleur beaucoup plus importante, ce qui n'est pas forcément un bon signe, parce que c'est le signe que la liberté de la presse est menacée plus qu'avant. Les missions de Reporters sans frontières, elles ont changé avec le temps. Il y a 10 ans, 15 ans, l'essentiel de l'activité d'RSF, c'était de venir au secours, d'organiser des campagnes, etc., pour des journalistes persécutés à l'autre bout du monde. En gros, vous aviez un journaliste emprisonné en Turquie ou en Birmanie, et on faisait une campagne, ou une radio qui était fermée au Burundi, vous faisiez une campagne pour faire pression sur les autorités pour soit libérer, soit ne pas fermer tel média, etc. Aujourd'hui, cette mission continue, et elle est hélas indispensable, parce qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui sont emprisonnés à travers le monde, et parfois ces campagnes portent leurs fruits, ça arrive heureusement souvent, mais c'est une des missions, parce qu'on a pris conscience, et on en parlait tout à l'heure, mais on a pris conscience que les menaces sur la liberté de la presse aujourd'hui, la liberté d'informer, elles ne sont pas simplement celles de mettre quelqu'un en prison, elles sont aussi celles de la désinformation, elles sont celles de l'économie, elles sont celles de ces plateformes numériques. Et donc, RSF a développé tout un tas d'activités nouvelles depuis quelques années. Et en particulier, je vais en citer une, on a lancé un système qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui est un système qui essaye d'apporter une parade aux fake news qu'il y a sur les plateformes. L'idée, c'est de faire une certification des médias de qualité. C'est-à-dire, il y a un groupe de travail qui s'est réuni pendant plus d'1 an et qui a déterminé toute une série de critères qui déterminent si vous êtes au moins un média professionnel qui respecte un certain nombre de règles professionnelles et éthiques. Et une fois qu'on a défini ces règles,
on a un processus de certification qui est le même que pour les normes ISO, pour l'électricité ou pour le bâtiment ou pour tout un tas d'autres choses. Et c'est fait par les organismes de certification et qui vous donnent un label qui est le label journalisme de qualité. Et aujourd'hui, on a 1 millier de médias dans le monde entier qui sont soit déjà certifiés, soit qui sont en passe de l'être, qui sont dans le processus, dont beaucoup, par exemple, et c'est très intéressant, en Afrique. Il y a énormément de demandes en Afrique, et même aux États-Unis, où on ne s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait de la demande. Et l'idée, c'est on est encore dans ce processus, de négocier avec les plateformes. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous tapez quoi que ce soit, les premiers titres qui vont venir n'ont pas de critères de qualité. Vous pouvez avoir des sites fantaisistes qui vont apparaître parce qu'ils sont bien référencés, parce qu'ils ont bien fait leur travail technique, et ils seront dans les 5 premiers, et tout le monde sait que c'est les 5 premiers qui comptent. Il y a moins de 1% des gens qui vont au-delà. Oui, vous disiez que Google met sur le même plan une enquête de 6 mois du Monde. Voilà, exactement. Et donc l'idée, c'est de convaincre ces plateformes qu'elles donnent un bonus aux médias qui sont certifiés. Que l'algorithme leur donne un... L'idée, ce n'est pas de faire des listes noires, ce n'est pas de bannir du web des sites qui n'auraient pas ce label, mais de donner un bonus à ceux qui font de la qualité. Aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, vous faites de la merde. C'est pas compliqué. Vous inventez une histoire la plus extravagante possible, et si vous avez les bons moyens techniques, vous allez cartonner sur le web ou sur TikTok ou je sais pas quoi, et vous allez avoir du partage de recettes publicitaires, etc. Et donc l'idée, c'est d'inverser cette proposition et de faire que vous ayez un plus si vous faites de la qualité. Et on a notamment de très bonnes réceptions du côté des annonceurs. Parce que les annonceurs aussi, une partie des annonceurs, n'ont pas envie de voir la promotion de la dernière BMW à côté d'un article de fake news, etc. Et donc, eux sont très demandeurs, par exemple, de pouvoir dire, quand ils achètent des espaces publicitaires, des millions de pages sur les plateformes, de dire « je veux que ma pub n'apparaisse que sur des sites qui sont certifiés ». Pour ça, il faut arriver à vaincre la réticence des plateformes, parce qu'une partie de leur modèle économique dépend de ce trafic, et notamment du trafic de fake news, il faut bien le dire. Et donc, on a pour l'instant le plus petit des moteurs de recherche qui a accepté de signer avec nous, c'est Bing de Microsoft, mais qui a 5% de part de marché mondial, donc c'est pas énorme, mais on espère qu'il y aura un effet d'entraînement et que le nombre très important de médias qui aujourd'hui passent par ce processus de certification fera qu'un jour, les autres, et en particulier Google, acceptent de jouer ce jeu-là. Ça, par exemple, c'est une bataille très importante que mène Reporters sans frontières. C'est une grosse activité depuis 3 ans. Personne, c'est pas quelque chose de grand public qu'on connaît véritablement, mais dans le monde professionnel, c'est quelque chose d'important. D'accord. Donc on parlait aussi d'abord de la mission un petit peu traditionnelle de Reporters sans frontières, qui est donc d'essayer d'assurer une sécurité des journalistes. Nous sommes le 13 février 2024. On va parler de ce qui se passe du côté de Gaza. Donc depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a désormais 4 mois, les recensements de décès des journalistes sont très difficiles à établir. Alors, le Comité pour la protection des journalistes, qui est une organisation indépendante basée aux États-Unis, fait le décompte de 85 journalistes et travailleurs des médias tués par l'armée israélienne, donc 78 Palestiniens, 4 Israéliens et 3 Libanais. La Fédération internationale des journalistes décompte 99. Donc on est dans ces eaux-là, ce qui est sans nulle comparaison par rapport aux décennies précédentes. Ce triste constat nous amène dès lors à la question suivante. Reporters sans frontières a-t-elle les moyens de mener des actions concrètes pour la sécurité des journalistes à Gaza ? La réponse simple, c'est non. C'est évident. On est dans un territoire fermé dans lequel on ne peut pas accéder. Donc la seule arme qui nous reste, c'est celle de l'information, et en particulier
On a soumis des cas qui, eux, étaient clairement documentés comme étant des tirs délibérés, etc., à la Cour pénale internationale, qui, à un moment ou à un autre, il y aura des processus judiciaires, mais en tout cas, c'est sur ce plan-là qu'on peut agir aujourd'hui. On l'a fait aussi pour un cas on a mené une enquête très précise qui a été mise en ligne sur le site de RSF sur le cas d'un caméraman de Reuters au Liban, au sud Liban, qui a été délibérément visé, qui a été tué. Et donc, voilà, c'est sur le plan de l'information qu'on peut agir. Parce qu'on n'a pas accès au terrain. Et nous sommes une organisation non gouvernementale. On n'est pas une armée, on n'est pas on n'a même pas de statut légal international qui nous permettrait, comme les Nations Unies, d'entrer dans un territoire. Donc oui, il y a un moment, il faut faire des aveux d'impuissance. Mais le fait de documenter, de garder le décompte, de garder la trace, d'essayer d'accumuler le maximum d'informations, fait qu'à un moment, essayer de lutter contre l'impunité. Et c'est tout ce qu'on peut faire à ce stade dans le cas de Gaza. Dans le cas de l'Ukraine, on a pu faire mieux puisque dès le début, on avait ouvert un bureau en Ukraine où on a distribué des centaines de gilets pare-balles, de casques, on a fait des formations à la sécurité informatique, etc., pour les journalistes locaux et les journalistes internationaux qui venaient. Mais voilà, on était dans une société ouverte dans laquelle c'était possible. Mais à Gaza, c'est littéralement impossible et il faut bien le reconnaître, on est impuissant. On a un exemple de journaliste qui est assez frappant. Donc le 7 janvier 2020, le 7 janvier dernier, deux journalistes, Mustafa Touraya et Hamza Al-Dadous, sont tués par une frappe de l'armée israélienne qui dit d'abord qu'il y avait un combattant du Hamas dans une voiture à côté, puis revient sur ses dires et annonce que les deux journalistes tués manipulaient un drone, donc qui représentait une menace. Donc ces propos sont jugés falsifiés par des membres du syndicat des journalistes palestiniens, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce que RSF a des moyens ou tente de répondre aux accusations d'allégeance des journalistes à l'une des parties lors d'un conflit armé ? Alors, il y a eu un exemple sur lequel on a pu réagir très très vite, c'est lorsque l'armée israélienne a accusé un certain nombre de photographes et de journalistes d'avoir été présents sur les lieux du massacre le 7 octobre. Et donc, ils ont mis des photos, etc., pour montrer que, y compris des journalistes qui travaillaient pour des médias étrangers, notamment américains, avaient été prévenus avant puisqu'ils étaient sur place. Et on a pu prouver très vite que ces photos avaient été prises plusieurs heures après l'ouverture de la brèche dans la porte de Gaza, et que, de toute évidence, c'était des journalistes qui étaient allés sur place, qui étaient rentrés effectivement en territoire israélien, mais qui étaient allés sur place après avoir été prévenus qu'il se passait quelque chose de grave et qui sont allés faire leur travail sur le terrain. Alors qu'au milieu, il y en a qui a été affilié au Hamas et qui était partie prenante dans ça, on n'a pas véritablement le moyen de le savoir, d'autant qu'il y en a plusieurs qui sont morts depuis. Mais en tout cas, les accusations qui avaient été portées contre eux et qui les mettaient en danger, puisque accuser un photographe ou un caméraman d'être complice des massacreurs du 7 octobre, c'est les condamner à mort. On a le ministre de la Sécurité nationale israélienne, Benny Gantz, si je ne m'abuse, qui a... Non, le ministre de la Sécurité nationale, c'est Itamar Ben-Gvir. Oui, qui a dit si des journalistes étaient au courant de ce qui allait se passer le 7 octobre, ils doivent être traités comme des terroristes. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il était très important d'apporter un éclaircissement sur ce point, et cet éclaircissement a été apporté très vite dans les quelques heures qui ont suivi, ce qui fait que l'accusation aujourd'hui, elle est oubliée depuis longtemps. Plus personne ne s'y intéresse. Mais si on était resté sur la base de ce qui se disait le jour même, ils étaient condamnés à mort, et c'était clair et net. Donc là-dessus,
Alors nous, on a une correspondante à Gaza qui est toujours en vie, fort heureusement, qui est une journaliste palestinienne qui mène des enquêtes pour nous et qui nous apporte ce type d'informations. Et en plus, là, il y a tout un travail qui est fait sur les photos et qui permet de les dater, de celles qui ont été rendues publiques par l'armée israélienne, de donner l'heure exacte à laquelle elles ont été prises, et qui prouve que rien, en tout cas, n'indique dans ce qu'a mis en avant l'armée israélienne, rien n'indique que ces photographes et caméramans étaient au courant avant et étaient complices donc de la première intrusion. Leur présence sur un lieu où il se passe quelque chose n'est pas une preuve au contraire une preuve qu'ils font leur travail. Vous parliez de l'Ukraine tout à l'heure. On peut lire sur le site de RSF qu'on est à 8 plaintes déposées devant la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est pour toutes les exactions qu'ont subies les journalistes ukrainiens, mais est-ce qu'on n'est pas seulement dans l'ordre du symbolique lorsqu'on sait que Vladimir Poutine est déjà sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis l'année dernière? Oui, mais je pense que c'est pas inutile de. Il y a certes une partie symbolique dans les actions de justice, mais il y a aussi une part de dissuasion. C'est un peu fort, mais en tout cas une tentative de dissuasion. Et surtout, c'est aussi l'idée, et c'est ce qui se passe en Ukraine, par exemple à Boutcha ou dans des endroits où il y a eu des massacres, la collecte d'informations et de preuves à des fins judiciaires, elle est extrêmement importante et elle est même capitale parce qu'un jour ou l'autre, il peut y avoir une situation dans laquelle la justice peut passer. Et ça, c'est très important. Et si vous ne faites pas ce travail à ce stade, pendant les faits, vous n'avez aucune chance de pouvoir prouver quoi que ce soit après la guerre. Donc la France a même offert, je crois, une unité de police scientifique aux autorités ukrainiennes qui permet de recueillir de l'ADN, etc., sur les lieux de massacre. Et nous, on fait notre petite part sur les journalistes, donc avec ces plaintes qui sont déposées. On a porté plainte également, par exemple, contre Loukachenko, le dictateur de Biélorussie, lorsqu'il a détourné un avion pour arrêter un journaliste qui était à bord. On peut dire c'est symbolique parce que Loukachenko ne sera jamais traduit en justice. On ne sait pas. Peut-être que Loukachenko un jour sera... Il y a beaucoup de dictateurs qui se sont retrouvés un jour dans la position d'être jugés sur ce qu'ils ont fait. Mais s'il n'y a pas les preuves, ça n'arrivera pas. Donc peut-être qu'on le fait en vain parce que on ne sait pas comment cette guerre se terminera. Si elle se termine sur il y a beaucoup de guerres qui se terminent sans justice, c'est clair. Mais on laisse de notre côté la possibilité qu'il y ait une justice. D'ailleurs, c'est notre dernière question. Comment est-ce que vous imaginez comment imaginez-vous la suite des conflits armés à Gaza aussi bien qu'en Ukraine? Du moins pour les prochains mois, pas d'ici 10 ans. Alors, je pense qu'il y a une grosse, énorme inconnue, énorme à tous les sens du terme, c'est Trump. C'est que l'histoire des prochaines années n'est pas la même si Trump est élu ou s'il est battu. Ça ne veut pas dire que s'il est battu, c'est le nirvana et la paix sur Terre, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que s'il est élu, c'est un chaos généralisé sur Terre parce qu'il n'y aura plus de règles du tout. Déjà qu'on est dans une phase de transition dans laquelle les règles sont tombées. Et donc vous avez un peu partout, vous avez l'Azerbaïdjan qui a récupéré le Karabakh, vous avez l'Éthiopie qui veut récupérer un accès à la mer, parce qu'on se dit il n'y a plus de Nations Unies, il n'y a plus d'arbitres, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus... Donc allons-y. Et donc Trump incarne aujourd'hui un parti républicain qui est devenu isolationniste. Ce qui a un bon côté, c'est qu'il ne va pas déclencher de guerre.
lui-même. D'ailleurs, il n'en a pas déclenché quand il était président. Le mauvais côté, c'est qu'il laisse ceux qui sont aujourd'hui des prédateurs sur Terre faire ce qu'ils veulent. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Sa sortie d'hier sur l'OTAN était quand même consternante. Vous avez dit d'ailleurs dans votre chronique d'il y a quelques jours qu'il ne fallait pas se faire d'illusions par rapport à Trump. Est-ce que vous pensez que c'est un coup de bluff, ou alors s'il est élu, il quittera l'OTAN? Ah non, je ne crois pas du tout qu'il bluffe, parce que, en fait, il faut comprendre une chose avec Trump, c'est que son premier mandat a été entravé. En fait, il avait autour de lui, je pense qu'il était un peu néophyte en matière d'exercice du pouvoir. Il a eu autour de lui ce que le New York Times avait appelé des adultes dans la salle, c'est-à-dire des généraux. Son premier chef d'état-major à la Maison-Blanche, c'était le général Kelly. Il a eu le patron d'une compagnie pétrolière comme secrétaire d'État. Il a eu donc les garde-fous du système l'ont empêché de faire ce qu'il voulait. Et je pense qu'il en a tiré les leçons. Et donc là, il n'aura ni souci de réélection, puisqu'il ne pourra pas faire un mandat de plus. Et surtout, il va s'affranchir de tous ces garde-fous qui l'ont empêché de faire tout ce qu'il voulait. Il voulait quitter l'OTAN. Il est arrivé à Bruxelles quand il était président avec l'idée de claquer la porte. Et c'est son entourage qui l'en a empêché. John Bolton, qui était son conseiller à la sécurité, j'ai fait un documentaire sur la Corée du Nord. Et vous savez que Trump a eu cette histoire avec... il a rencontré 3 fois Kim Jong-un, que nous voyons à l'image. Et il s'est inventé une histoire d'amour avec lui, avec des lettres incroyables. Enfin bref. Et Trump, il faut comprendre sa psychologie. Il a besoin de prouver qu'il est le meilleur dans tout. Il a construit la plus grande tour, il est le plus beau, etc., etc. Et il voulait un prix Nobel de la paix. Et donc, il a essayé de l'avoir avec la Corée du Nord. Et il voulait à tout prix un accord avec Kim Jong-un. Donc, il fait une première rencontre à Singapour, suivie d'une deuxième rencontre à Hanoï. Et il arrive à Hanoï avec un projet d'accord avec Kim Jong-un qui, en gros, les États-Unis lâchent tout et n'obtiennent rien en échange. C'est-à-dire lever des sanctions, retrait d'une partie des troupes de Corée du Sud et aucune dénucléarisation de l'autre côté. Et donc, il a une première rencontre avec Kim Jong-un, et c'est John Bolton qui me raconte ça dans le documentaire. John Bolton, donc conseiller national à la sécurité, qui est un faucon, lui, à l'ancienne des Républicains. Et avec Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État, ils vont voir Trump à Hanoï en lui disant « Mais vous allez vraiment signer cet accord? C'est une erreur, vous lâchez tout, etc. » Et Trump dit « J'ai besoin d'un accord. » Parce que son idée, c'est je signe un accord avec la Corée du Nord et j'ai le prix Nobel de la paix comme Obama, quelques mois plus tard. Et Pompeo et Bolton s'étaient mis d'accord sur ce qu'ils allaient dire. Et ils disent à Trump, « Ah oui, Obama aurait fait ça. » Et ça s'arrête là. Et le lendemain matin, Trump se réveille, il vient les voir et il leur dit « Je signe pas ». Et le sommet était un échec. Parce que si vous dites à Trump qu'il va faire, qu'il a le même comportement qu'Obama, il va faire le contraire. Et c'est incroyable de voir comment il s'est fait manipuler aussi par son entourage de ce point de vue-là. Et je pense que, c'est pour ça que je dis, je pense que s'il est réélu, il sera impitoyable. Et là, il a fait nommer aujourd'hui sa belle-fille à la tête du Parti républicain. C'est-à-dire qu'il va placer que des gens à lui du premier cercle en qui il a une confiance absolue. Et il va écarter tous ceux qui, comme ces généraux et autres qui étaient au premier mandat, lui ont mis les bâtons dans les roues. Monsieur Aski, merci beaucoup pour cet échange. On va désormais prendre, il nous reste quelques minutes, 1 ou 2 questions du public, si vous en avez. Là, premier rang.
Bonsoir Monsieur Aski, merci pour ce débat très intéressant. Récemment, le régulateur des médias, l'ARCOM, a sommé CNews de mieux contrôler la manière dont l'information était diffusée. Ma question est la suivante. Pensez-vous que les chaînes d'information en continu peuvent jouer un rôle clé dans l'influence de l'électorat français, sachant qu'on est quand même dans un système de défiance envers la classe politique française et les hommes politiques français? Je vous remercie pour votre réponse. Alors, c'est une question brûlante, puisque ça s'est passé aujourd'hui même. Ça s'est passé il y a quelques heures à peine. C'est une décision très importante, parce que l'ARCOM ne voulait pas bouger. En France, vous avez un régulateur indépendant. L'ARCOM est une instance indépendante qui attribue des fréquences aux télévisions sur la base d'un cahier des charges. Et si ce cahier des charges n'est pas respecté, théoriquement, il y a des sanctions, et il y a la sanction ultime qui est le retrait de la licence d'émission. De toute évidence, CNews ne respecte pas une partie de ce cahier des charges qui est non pas une neutralité, parce que c'est pas ça qui est en cause. C'est le fait de transformer une chaîne d'information en une chaîne de propagande, parce que CNews est une chaîne de propagande. Et de ce point de vue-là, l'ARCOM serait en droit de demander des comptes à CNews. Et je pense qu'il y a quelque chose de vicié dans cette affaire. Alors, j'entends toutes les polémiques. Là, j'écoutais en venant ici les informations, et on nous dit qu'il va falloir donner des étiquettes politiques à tous les commentateurs journalistiques, les éditorialistes, etc. Je ne pense pas qu'il faille en arriver à ça, et ce n'est pas ça l'objet. Mais quand vous voyez que même dans l'équilibre, CNews, par exemple, triche pendant les périodes électorales. Ça a été prouvé pendant la dernière présidentielle. Que, vous savez que les médias audiovisuels, pendant la période de campagne, sont astreints à une stricte égalité par tranche horaire entre les candidats. Je le sais parce qu'à France Inter, je peux vous dire que c'est une contrainte absolument colossale. C'est-à-dire que si vous invitez Monsieur Asselineau à telle heure, vous êtes obligé d'inviter tous les autres, etc. Donc vous avez ce minutage, il est fait. Ça a été prouvé par la suite dans tous les rapports de l'ARCOM. Tous les candidats de gauche ou autres étaient diffusés à 2 heures du matin. Et on n'était pas dans l'égalité par tranche. Or, c'est par tranche. Moi, à la radio, je peux vous dire que c'est le journal de 13 heures doit avoir la stricte égalité. Ce n'est pas sur toute la chaîne sur 24 heures, parce que ça serait trop facile. Vous pourriez mettre effectivement entre 2 heures et 4 heures du matin tous les gens qui ne vous plaisent pas. Et donc, et à l'arrivée, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune... voilà, l'ARCOM n'a pas véritablement joué son rôle de gardien de cet équilibre. Donc, voilà. Est-ce que les chaînes d'info, pour moi, elles ont participé de la dégradation de la vie politique en France? Pas seulement en France, mais partout où elles ont existé. Parce qu'elles ont eu un moment, elles se sont constituées sur le modèle du clash. Vous savez, à tous les niveaux. Moi, j'ai participé à ce système pendant 2-3 ans, puis je me suis désengagé parce que j'ai été écœuré par ce qu'on faisait. Quand on a créé Rue 89, on avait une marque inconnue. Personne ne connaissait Rue 89, ça n'existait pas. Donc, mais moi, j'acceptais d'aller partout où on m'invitait pour pouvoir dire, voilà, Rue 89, pour que ça rentre dans la tête des gens. Et donc, c'était l'époque où on lançait toutes ces émissions de clash. Et je me suis retrouvé, par exemple, j'étais sur LCI pendant 2 ans, en débat hebdomadaire avec Nicolas Bétou, le fondateur de l'Opinion. Donc lui, moi j'étais le méchant gauchiste et lui était l'affreux libéral. Et donc toutes les semaines, on se retrouvait et on était censé s'engueuler. Mais il se trouve que Nicolas Bétou est quelqu'un de raisonnable et que moi je le suis aussi, et qu'une fois sur 2, on ne s'engueulait pas. Il fallait voir la tête du rédacteur en chef
qui disaient ouais, c'était pas mal, ouais, d'accord. Puis si la semaine suivante, il y avait un sujet sur lequel on était vraiment en désaccord et qu'on s'affrontait, là, c'était ah, mais c'était bon aujourd'hui, hein, vraiment. Voilà. Et cette culture du clash, qui continue, hein, je veux dire, Hanouna et compagnie vivent de ça, de la mousse qu'on prend tous les jours ou toutes les 2 heures, un sujet différent, et on vous en fait une polémique, une controverse. Le mot polémique est le mot le plus... Il faudrait faire des études de sémantique, mais le mot polémique est le mot le plus utilisé dans la langue française depuis sur les chaînes d'infos. Je trouve ça lamentable, franchement. Moi, j'ai arrêté de faire ça et je ne vais plus que dans des émissions où on est là pour apporter de l'expertise et du débat, que ce soit C'est dans l'air ou des émissions comme ça, qui sont des émissions d'expertise et pas des émissions de clash. Et c'est une maladie. Alors c'est vrai que ça coûtait pas cher, parce qu'en plus on n'est pas payé pour ces émissions. Donc on vous fait venir, vous faites de la pub pour votre média, comme je disais, on avait besoin de faire connaître notre nom, ou vous avez un bouquin à vendre, ou je sais pas quoi, on vous paye un taxi, on est gentil, et vous avez 1 heure d'antenne gratuite avec un spectacle politique, etc. C'est ce qu'on a vécu depuis 10-15 ans, et c'est lamentable. Donc moi, si on pouvait fermer ces chaînes, voilà, je ne vais pas faire une campagne pour fermer ces chaînes parce que je suis président de Reporters sans frontières, ça la foutrait mal, mais je ne serais pas triste si elles... voilà. Après, elles se sont un peu améliorées. Par exemple, LCI aujourd'hui, c'est assez drôle comment la transformation d'LCI, qui est devenue la chaîne de la politique internationale, qui fait beaucoup d'Ukraine, de Proche-Orient, etc., qui a des envoyés spéciaux, et qui, à part quelques tranches, reste, voilà, fait de l'information. Mais CNews est la caricature de ce que je viens de décrire. Une autre question peut-être, monsieur qui s'est levé. Bonsoir, monsieur Aski. Merci pour la conférence. Cet été, vous avez réalisé une série de podcasts sur les décolonisations africaines. Est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, le sujet est sous- ou maltraité par les médias et l'éducation nationale ? Je vais vous raconter pourquoi j'ai fait cette série. J'étais à l'avant-première d'un film qui est sorti il y a 3 ans, je crois, qui s'appelait Twist à Bamako, de Robert Guédiguian, et qui se passe au Mali au début des années 60. Et Guédiguian s'est inspiré d'une photo très célèbre d'un photographe malien qui s'appelle Malik Sidibé, et c'est 2 jeunes qui sont en train de danser le twist, donc en 62, je crois. Et cette photo noir et blanc, on la voit dans les foires d'art, elle est très connue. Et il est parti de ça et du clash culturel qu'il y avait à ce moment-là entre le gouvernement malien de Modibo Keïta, qui était d'orientation socialiste, et la jeunesse qui avait envie de s'éclater et de danser le twist. Et les tensions que ça créait dans la société malienne à cette époque. Et à l'avant-première à Paris, il y avait les Guédiguian, et puis il y avait les acteurs. Les acteurs, en fait, sont des Maliens, de familles maliennes de Montreuil, pas du Mali. Et quelqu'un leur a demandé « Est-ce que vous connaissiez bien cette histoire ?» Et la réponse du jeune héros qui avait 18-19 ans, c'était « J'en avais jamais entendu parler. Nos parents ne nous en parlaient pas et on n'apprend pas ça à l'école. » Et je trouvais ça incroyable qu'un jeune d'une famille malienne qui grandit en France ignore tout du pays, d'où est venue sa famille. Et cette histoire, moi, il se trouve que j'ai commencé, ça a été rappelé tout à l'heure, à travailler sur le continent africain. J'ai eu une passion pendant plusieurs années pour le continent africain, que j'ai vécu la fin de cette période immédiatement postcoloniale. J'ai interviewé Houphouët-Boigny dans son palais, j'ai connu Senghor, j'étais aux funérailles de Sékou Touré à Conakry, et j'étais au Zimbabwe quand c'est devenu indépendant, etc. C'est des périodes qui m'ont porté pendant des années, et j'étais
triste de voir qu'on n'avait pas cette connaissance. Et cette connaissance, ce n'est pas simplement l'intérêt historique, c'est aussi ce que ça veut dire pour la France d'aujourd'hui, pour les relations entre la France et l'Afrique. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi il y a un sentiment anti-français en Afrique. L'histoire nous apporte une partie des réponses. Et revisiter cette histoire, je pense que c'est important pour avoir des rapports qui soient remis à plat et qui soient beaucoup plus directs et francs avec le continent africain aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron est allé au Cameroun, c'est le début de l'été, non, l'été d'avant, parce que j'ai fait la série sur 2 ans en fait, j'ai fait 16 portraits de présidents africains. Et dans la première année, il y avait le Cameroun. Et notamment la guerre qu'a dirigée la France au moment de la décolonisation et des années suivantes. Il y a eu 100 000 morts quand même. Hein. C'est une petite guerre d'Algérie dont personne ne connaît l'existence, parce que ça a été très bien enfoui. Lorsque Macron est allé au Cameroun, le sujet est brûlant au Cameroun, il a annoncé la création d'une commission d'enquête historique, d'historiens, comme on a fait pour le Rwanda. C'est un bon moyen d'apaiser les relations, de mettre tout à plat, etc. Et il a nommé à la tête de cette commission l'experte que j'avais dans ma série, Karine Ramondi, qui est une chercheuse française très, très compétente et formidable. Et moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est quand un universitaire camerounais a tweeté à l'annonce de Macron, c'est pas la peine de faire une commission d'enquête, il n'y a qu'à écouter l'épisode de France Inter. Parce que, effectivement, tout est là, il suffit de gratter un peu et de se baisser pour la trouver, cette histoire. Moi, j'ai rien révélé, simplement j'ai mis en forme une information qui a été marginalisée, occultée, enfouie, mais qui existe. Et je pense que c'est faire œuvre utile à la fois pour apaiser la société française que de regarder l'histoire en face, et aussi pour les relations avec l'Afrique. Alors il y a 2 écoles, il y a des gens qui vont dire ne faut surtout pas remuer le passé, pourquoi s'auto-flageller, etc. Enfin, c'est une rhétorique qu'on connaît et qu'on entend. Moi, je suis plutôt de l'avis inverse, c'est qu'au contraire, on se renforce à regarder l'histoire en face et par ses bons et ses mauvais côtés, mais c'est indispensable et c'est presque, je dirais presque vital pour nous-mêmes. Et vous êtes là pour nous aider. Merci beaucoup, Monsieur Peraski, pour cet échange. L'échange peut se poursuivre. L'échange peut se poursuivre dehors, enfin dans l'établissement, mais un petit peu plus loin, avec notamment autour d'un cocktail. Merci beaucoup.